Sur la montagne du lion, la résurgence de l'énergie spirituelle a provoqué des troubles parmi les bêtes féroces. Anna court aussi vite qu'elle peut pour échapper à ses poursuivants qui la dépassent. L'un des soldats, craignant de rater la jeune fille, lève son fusil et tire. Le commandant crie après le soldat, craignant que le bruit ne provoque les animaux. Comme prévu, un énorme et féroce sanglier mutant apparaît derrière les soldats. La balle a touché l'animal en plein croc, provoquant un accès de rage sauvage. Réalisant que le seul moyen de survivre est de tuer le sanglier, le commandant charge le lance-grenade. La grenade touche le sanglier, mais ne lui inflige pas d'égratignure, la rage de la bête atteint des limites critiques. Soudain, un rugissement monstrueux se fait entendre tout en haut de la montagne, dont l'onde sonore détruit tout sur son passage. Un puissant lion d'or, roi des bêtes et seigneur de la montagne du lion, apparaît sur la montagne. Les soldats, voyant un énorme lion, sont émerveillés par sa taille et l'énergie qui s'en dégage. Levant leurs armes, les militaires commencent à tirer au hasard, dans l'espoir de toucher le roi des bêtes. Le lion fait un saut puissant et une seconde plus tard, se retrouvant au sol, jette les soldats sur les côtés à coups puissants. Quelques instants plus tard, il ne reste pratiquement plus rien des militaires qui ont troublé l'ordre public. Léo examine sa patte et se rend compte qu'il est pratiquement incapable de contrôler sa force. Chris était un orphelin ordinaire qui, à un moment donné, a décidé de devenir un mercenaire non officiel. Un jour, il s'est retrouvé accidentellement à cet endroit et est devenu un loup-garou, se transformant en lion d'or. Chris n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas avec son système. Peu importe ce qu'il fait, son pouvoir augmente constamment. Le lion demande à son perroquet-garou ce qui est arrivé à la fille qui était pourchassée par les militaires. Le serpent-garou dit que la jeune fille a été projetée directement au centre du ruisseau animal par l'onde de choc. Anna gît au sol, blessée et piétinée par des centaines de pattes d'animaux en colère. Chris voit que la fille est morte, mais son corps est toujours plein d'énergie spirituelle. Lev dirige son esprit vers Anna et soudain, elle commence à se transformer en fantôme. Au bout d'un moment, Chris se rend compte que la fille n'arrive pas à se calmer et dit que si elle ne veut pas être un fantôme, elle peut simplement se réincarner. Wendy, le démon des bougies, essaie de calmer la fille fantôme et dit que le roi n'est pas du tout méchant, mais juste un peu direct. La jeune fille explique que le lion a partagé son esprit avec Anna afin que l'âme de la jeune fille ne soit pas dispersée. Wendy dit qu'à un moment donné, elle est devenue un démon de la même manière, mais s'appuyer uniquement sur le pouvoir du roi ne suffit pas, il y a deux conditions pour le devenir. La première condition est une prédisposition personnelle à la formation. La deuxième condition est qu'Anna soit suffisamment motivée. Wendy demande à la jeune fille de lui raconter ce qui lui est arrivé et pourquoi les soldats la poursuivaient. Anna dit qu'elle vivait dans un village au pied du rocher du lion. À partir du moment du regain d'énergie spirituelle, les gens du village ont commencé à disparaître les uns après les autres. Il y a 9 jours, des individus armés ont fait irruption dans le village, ont rassemblé tous les habitants restants et les ont emmenés dans la forêt. Les militaires ont forcé les gens à aller directement dans le brouillard, vers un endroit où personne n'était encore revenu. Se retrouvant dans le brouillard, les habitants ont marché pendant un certain temps, puis de terribles changements ont commencé à leur arriver. Des gens servaient de guides, tous les habitants disparaissaient après avoir erré un moment dans le brouillard. Finalement, ce fut le tour d'Anna, elle marcha droit dans le brouillard, sous la menace d'une arme pointée sur elle. Le brouillard avait une sorte d'effet hallucinogène. À un moment donné, la fille a vu ses parents et est allée vers eux inconsciemment. Ensuite, Anna est tombée dans un trou que, selon elle, les militaires recherchaient. Dans le trou se trouvait un sarcophage et une étrange fleur à pousser. La jeune fille a décidé qu'elle ne pouvait pas permettre aux militaires de terminer ce qu'ils avaient commencé. Elle ne pouvait pas détruire le sarcophage. Alors elle a décidé de manger la fleur. Soudain, le corps d'Anna devint clair et ses yeux semblaient avoir acquis la capacité de voir dans le noir. Bientôt, les militaires sont arrivés et, à l'aide de câbles et d'un hélicoptère, ont soulevé le sarcophage et l'ont emporté. Mais soudain, l'un des civils a commencé à crier qu'il avait aussi besoin de la fleur, sans laquelle il ne paierait pas un centime aux soldats. Décidant que c'était Anna qui avait volé la fleur, les militaires se sont précipités à la poursuite de la jeune fille. Chris suppose qu'Anna n'est devenue un fantôme que parce qu'elle a mangé la fleur. La motivation de la jeune fille pour devenir leader est très forte. Elle aspire à se venger de ses agresseurs. Léo comprend qu'il doit tout comprendre. Après le regain d'énergie, les gens sont devenus fous et le prochain incident similaire ne tardera pas à venir. Le roi s'approche des filles et dit à Anna qu'elle doit agir avec prudence et que puisque la fille est maintenant son fantôme, ses problèmes sont ses problèmes. Lev demande à Anna si elle veut être son fantôme. Après quelques instants, la jeune fille admet qu'elle veut servir le roi et être sous sa protection. Chris reçoit un message du système indiquant qu'une nouvelle tâche de serviteur pour le lion a été activée. Depuis que le gars s'est transformé en lion d'or, un système est apparu qui le rend plus fort. Mais rien de tel ne s'est produit jusqu'à ce que Chris devienne le roi de la montagne du lion. Le système a commencé à envoyer des tâches et des récompenses pour leur accomplissement. Les fragments reçus pour lier le fantôme peuvent aider Chris à retrouver sa forme humaine. Soudain,
il demande à Anna à quel point elle veut se venger. La jeune fille admet que le désir de vengeance est grand, mais elle n'osera pas causer de problème à son roi. Anna comprend qu'elle est désormais un fantôme et qu'elle a une nouvelle maison, mais elle ne voudrait vraiment pas que ses proches décédés finissent dans le désert. Chris montre les dents avec colère, à cause de certaines personnes. Le pauvre enfant a éprouvé tant de chagrin, ainsi je l'âge. Soudain, le lion utilise à nouveau son pouvoir magique et un charmant petit lionceau apparaît devant lui. Chris explique qu'il s'agit de son avatar et qu'il accompagnera et protégera Anna. Le lion souffle à nouveau et un mystérieux poignard apparaît dans une goutte de magie. Chris dit que ce n'est pas un simple poignard, qu'il est incroyablement tranchant et que son pouvoir est celui du mauvais esprit du roi. Le roi remarque que puisque la jeune fille a un chemin difficile à parcourir, un poignard pointu ne lui fera aucun mal. Soudain, Wendy commence à voler autour de la jeune fille, l'enveloppant de flammes. Le démon explique que sur une route difficile, ils auront besoin d'une bougie lumineuse pour éclairer leur chemin. En arrivant au village, Anna remarque qu'après que les militaires ont emporté le sarcophage, le brouillard noir s'est dissipé. L'avatar de Chris remarque pensivement que l'aura fantomatique de cet endroit est trop forte. Soudain, un peu en avant, la compagnie remarque de nombreux squelettes épars. Anna pleure que tous ces gens ont été tués par la brume noire. Wendy se demande comment une personne récemment décédée peut se transformer si rapidement en squelette. Le lionceau, utilisant l'énergie du roi, dit que dans ce monde maléfique, il ne devrait pas y avoir de personnes qui doivent souffrir éternellement. Chris explique qu'il a effacé la tristesse des âmes des morts afin qu'ils puissent entrer dans le cycle de la réincarnation. Après avoir enterré ses voisins, Anna espère qu'ils pourront tous reposer en paix. Soudain l'avatar arrête les filles d'un geste, il aperçoit 5 hommes armés. Les soldats sont assis devant, en train de dîner et discutent de la façon dont ils se moqueront d'Anna lorsqu'ils l'attraperont. L'un des soldats marche sur le crâne et dit que ce sont les restes de ses parents. Elle reviendra probablement les chercher. La jeune fille est remplie de rage sauvage, elle sort et serre fermement un poignard dans ses mains. Chris arrête la fille sur le point d'attaquer et dit que quelqu'un d'autre approche. Soudain, un hélicoptère survole les soldats et ils aperçoivent une ombre descendre vers eux le long des câbles. La célèbre Jane de l'équipe spéciale saute à terre et demande si le scientifique excentrique n'a vraiment pris que le sarcophage. Les soldats expliquent à propos de la fleur, mais Jane dit que le véritable trésor se trouve à l'intérieur du sarcophage. Selon l'agent spécial, le sarcophage contient les âmes de 49 personnes décédées en vain au cours des 81 dernières années. Jane prend une poignée de terre sur le site du sarcophage et dit avec étonnement qu'il s'agit de la terre de 3 existences. Dans la grotte, Chris reçoit un message selon lequel pour avoir découvert le sol de 3 existences, il reçoit la fonction de connaissance sinistre. Le roi remarque qu'avec ses nouvelles connaissances, il peut désormais réellement voir chaque veine de son corps. Eve réalise avec étonnement qu'il peut même voir l'aura palpiter dans ses veines. L'un des soldats dit qu'il ne savait pas à quel point cette terre est précieuse et ajoute en riant qu'ils garderont bien sur ce secret. Soudain, Jane sort une épée et menace de dire que seuls les morts peuvent garder des secrets en toute sécurité. L'armée est furieuse des menaces évidentes qui pèsent sur eux et décide de donner une leçon à l'agent. Jane allume le bracelet magique et, après avoir visé la cible, se précipite instantanément pour attaquer. Quelques instants plus tard, pas un seul soldat n'est laissé en vie et Jane dit d'un ton moqueur qu'il n'était pas à la hauteur d'elle. Après s'être coupé la main avec une épée, la femme fait couler du sang sur le sol et raisonne que même les trésors du sarcophage ne peuvent se comparer à la force du sol de 3 existences. Jane note avec suffisance que sans son idée d'utiliser les villageois, le pathétique scientifique aurait tué tout son peuple, mais n'aurait jamais atteint le sarcophage. Anna ne supporte pas les aveux de la femme et, criant que tout est à cause d'elle, elle se précipite à l'attaque. Soudain, Jane la frappe d'un coup puissant, pour une raison quelconque, elle a pu voir le fantôme. Anna esquive inconsciemment le coup, puis se rend compte qu'étant devenu un fantôme, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ayant cessé de voir le fantôme, Jane pense que le bracelet ne peut pas être une erreur et fouille dans la poche de son sac à dos. La femme met ses lunettes et établit une connexion avec le bracelet. Finalement, Jane voit Anna et rit en disant qu'elle n'est qu'un petit fantôme. Anna demande avec perplexité comment Jane peut la voir, puis crie de rage qu'elle vengera la mort de ses parents. La jeune fille se lance dans une attaque éclair, serrant fermement le poignard que Chris lui a donné. Anna lance une série de coups très rapides, mais Jane part chacun d'entre eux avec facilité. L'avatar regarde pensivement le combat, il ne comprend pas pourquoi Jane n'a pas été effrayée ou surprise, il s'avère que ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre un fantôme. Ayant soudainement reçu un coup assez viol, Anna se demande comment cela est possible, car elle n'est qu'un fantôme. Jane répond d'un air suffisant qu'il existe des couteaux spéciaux destinés aux personnes comme Anna. Le fantôme voit que l'agent a une longue portée de lame, mais elle n'a pas d'autre choix, elle doit esquiver et tenter d'attaquer. Jane attrape puissamment Anna par le cou et dit que toute magie ou illusion est inutile. Wendy dit à Chris qu'Anna n'est qu'un petit fantôme qui vient de se transformer et qu'elle a besoin d'aide. L'avatar, dont les yeux pétillent de magie, répond que pour se venger, la jeune fille elle-même doit tuer son ennemi. Pendant ce temps, Anna,
ayant réussi à esquiver un autre coup, apparaît derrière Jane et lui met un poignard sous la gorge. Chris, voyant l'ennemi vaincu, dit que le premier combat d'Anna était bon et maintenant il voit que la fille est en réalité un fantôme. Lev explique que Jane avait des lunettes spéciales et un bracelet qui pouvait détecter la présence de l'aura de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle a vu Anna. Wendy se rend compte que le roi a délibérément libéré son aura pour confondre l'agent et permettre à Anna de frapper. Soudain, la voix de Jane se fait entendre derrière Anna, remarquant le genre d'assistante de la jeune fille. Se retournant brusquement, la jeune fille est étonnée de voir que l'agent spécial a été ressuscité. Anna a à peine le temps de remplacer le poignard, reflétant le coup d'épée. Le fantôme donne un coup puissant avec un poignard spécial et coupe la main de Jane. Chris examine le corps de la femme et se demande si son avatar pourra survivre à la mort du corps abandonné. Soudain, l'esprit des trois existantes se sépare du corps de Jane et la main coupée attend. En regardant comment la femme manie maintenant une épée, Anna pense que le rayon d'attaque a maintenant considérablement augmenté, mais en même temps, la vitesse devrait diminuer. Décidant de ne pas attendre que l'esprit reprenne ses esprits, la jeune fille se précipite à l'attaque. Soudain, Jane commence à se transformer en un terrible monstre, avec de nombreux tentacules sortant de son corps. Les tentacules saisissent la fille fantôme, la rendant incapable de bouger et de se défendre. Chris y réfléchit, son avatar est aussi un esprit et s'il se blesse, ce sera très grave. Pendant ce temps, les tentacules ont enchaîné tout le corps d'Anna et commencent progressivement à se resserrer autour du cou de la jeune fille. Chris utilise un fragment de Yang, se retrouve instantanément sur les lieux et prend Anna épuisée dans ses bras. Voyant que les représailles contre le fantôme ont échoué, Jane commence à se mettre en colère. Chris dit aux filles de retenir leur souffle, de se boucher les oreilles et d'essayer de contrôler leur rythme cardiaque. Le roi émet un incroyable rugissement de lion dont l'onde sonore n'épargnera personne. Une puissante vague frappe directement Jane et la femme, mourante, s'envole loin sur le côté. Le roi ramasse l'épée de Jane, l'examine et, sans remarquer une égratignure, arrive à une conclusion. Que l'arme est plutôt bonne. Après avoir tué Jane, le lion acquiert de nombreuses nouvelles fonctionnalités et équipements. Mais après s'être regardé dans le miroir, Chris est en colère car, malgré tous les nouveaux attributs, il n'a toujours pas retrouvé son apparence humaine. Anna s'incline devant le lion et remercie pour son aide, mais Chris remarque que la vengeance n'est pas encore terminée et qu'ils n'ont toujours pas compris de quel type de sarcophage il s'agit. Cachant son visage bestial sous sa cape, Chris déclare qu'ils doivent descendre la montagne pour achever leur enquête. En levant la tête, l'entreprise constate que c'est presque le matin et que l'aube se lève. Wendy a peur et se cache sous la cape du lion, criant qu'elle ne peut pas apparaître au soleil. Avant que Chris n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, Anna était sous sa cape, s'accrochant étroitement à lui. Le roi se met en colère et dit à la jeune fille qu'elle est un fantôme et qu'elle peut habiter n'importe qui, par exemple le corps de Jane. Le groupe continue et Chris rappelle à Anna que s'il rencontre quelqu'un, la fille doit agir exactement comme Jane. Chris et Anna se rendent à l'héliport où les soldats restants attendent Jane. Anna annonce qu'elle a trouvé le rocher et qu'il est temps pour eux de retourner d'où ils viennent. Après un certain temps, le pilote annonce qu'il est arrivé à Chilin et qu'il atterrira dans 10 minutes. Chris est surpris de constater que, contrairement à la prospère montagne du Lion, les villes sont tombées en ruine après le rétablissement de l'énergie. Le roi regarde la ville vide, les maisons détruites et pense que tout cela ressemble à une apocalypse. Après s'être débarrassé des soldats, les héros s'approchent de l'immense bâtiment de la Société de Prospérité. Wendy dit au roi qu'en quelques secondes, il peut tout réduire en cendres, mais le lion répond que ce n'est que la base de l'ennemi. Chris et Anna doivent éliminer les gardes le plus discrètement possible afin de ne pas attirer l'attention sur eux à l'avance. Wendy dit que selon ces données, les preuves dont ils ont besoin sont cachées ici. Le lion note à regret que la vecte sera trop petite pour lui. Chris active la fonction de conscience divine pour voir à travers les murs. Remarquant la silhouette d'une jeune fille derrière le mur, le lion dit qu'ils ne sont pas les seuls à avoir décidé de se faufiler dans l'entreprise aujourd'hui. Le roi ouvre la porte et dit à Anna qu'il passera en premier car il a vu la jeune fille derrière le mur avec une arme. Dès qu'elle remarque que la porte s'ouvre légèrement, la jeune fille tire immédiatement sans hésiter. Personne n'a le temps de réagir et la balle atteint Chris en plein cœur. Anna, en colère, sort un poignard et s'apprête à attaquer la jeune fille. Chris assure qu'il va bien et est surpris de constater que l'aura est utilisée pour fabriquer des balles. La jeune fille est horrifiée que la balle ait touché le cœur et n'ait causé aucun dommage, ce qui signifie qu'il y en a une autre éveillée devant elle. En désespoir de cause, la jeune fille se met à tirer dans tous les sens, sans trop savoir où elle aboutit. Fatigué de ce bruit inutile, Chris fait juste un claquement de doigts. Au même moment, le pistolet dans les mains de la jeune fille se brise en plusieurs morceaux. Léo attrape les mains de l'inconnu, l'empêchant de bouger, et lui dit que si elle ne l'écoute pas, il ne se portera pas garant de lui-même. La jeune fille se rend compte avec indignation qu'il s'agit d'un loup-garou devant elle. Quel genre de technologie de synthèse animale cette foutue société a-t-elle mis au point? Chris dit que l'étranger ne fait clairement pas partie de la société,
Que fait-il ici dans ce cas? La jeune fille répond que cette foutue société a saisi illégalement les projets d'autrui et qu'elle est venue chercher des preuves. Soudain, Chris remarque qu'il y a quelque chose de caché sous le chemisier de la fille, sans y réfléchir à deux fois, il lui arrache le papier. Le roi déplie le papier et se rend compte que devant lui se trouve une carte avec une montagne du lion marquée. Chris pense avec colère que ses soupçons n'étaient pas infondés, il rôde bel et bien sur son territoire. Soudain, dans le couloir, des cris se font entendre annonçant l'arrivée du chef du quartier général, Monsieur Smith. Une jeune fille en compagnie de deux hommes se tient devant le sarcophage et demande avec perplexité pourquoi elle a dû venir la nuit et utiliser des bougies au lieu de la lumière. Monsieur Smith, directeur de la succursale de Chilin, explique que lorsqu'il est exposé à la lumière, le sarcophage peut se fissurer. En regardant les gens, Chris et les filles décident d'attendre un peu et de voir ce qui se passera ensuite. Tom, le capitaine du service de sécurité de la société, jette facilement le sarcophage sur son épaule et est prêt à emporter partout où on lui ordonne. Soudain, Miss Love se retourne et montre la sortie en disant qu'il y a quelqu'un là-bas. Chris est surpris que la femme ait senti sa présence, ce qui signifie qu'elle est également réveillée. Monsieur Smith, voulant se montrer devant le secrétaire du président de la société, se précipite instantanément à l'attaque. L'homme est si rapide que Chris n'a pas le temps de répondre à ses coups, même s'il ne lui cause pas le moindre dommage. Soudain, Monsieur Smith essaie d'attraper le roi par le capuchon et de voir qui a osé venir vers eux. L'homme comprend désormais la futilité de ses attaques. Devant lui se trouve non seulement une personne éveillée, mais un loup-garou. Smith dit avec arrogance que la forme de la bête offre une protection supplémentaire, mais il est peu probable qu'elle l'aide avec sa frappe légère. L'homme redresse sa jambe à la vitesse de l'éclair et frappe le lion au nez. Chris n'a pas bougé d'un millimètre, tous les os de la jambe de Smith sont écrasés. Miss Love regarde la bataille pensivement, ne comprend pas comment cela est possible. Si Smith a éveillé le rambé, il est très fort. Tom remarque avec plaisir que Monsieur Smith n'est qu'un pitoyable chien. Maintenant les invités ne le trouveront pas assez. Sans hésitation, le capitaine balance et lance le sarcophage sur Chris de toutes ses forces. Le lion, en quelques bonds, attrape la rareté et la pose soigneusement sur le sol. Il lui vient à l'esprit de jeter les trésors. Tom, concentré sur le combat, libère toute la puissance de ses muscles dont il est incroyablement fier. Courant vers le roi, il lui conseille de ne pas tester ses forces et d'accepter sereinement sa mort. Anna décide d'intervenir dans le corps de Jane et frappe Tom avec un poignard dans la poitrine de toutes ses forces. Soudain, la jeune fille se rend compte que le poignard est coincé. Tom dit avec un sourire que ses muscles sont si puissants que personne ne peut lui faire de mal. Tom jette Anna de côté comme un morceau de peluche et rugit qu'il n'est pas vulnérable. Chris dit qu'il est d'accord sur la force, mais qu'en est-il du cerveau de Tom et il joint ses doigts, avec l'intention de lui casser la tête. D'un seul clic, Chris assomme Tom et le voyou tombe au sol avec fracas. Miss Love, qui regardait tout ce qui se passait, pensait avec dégoût qu'elle n'avait pas d'assistant, mais quelques racailles pathétiques. Miss Love, une fille qui vivait dans la rue, s'est élevée petit à petit. La jeune fille a pris le poste de secrétaire du président de la société grâce à son intelligence et a pu éveiller une capacité particulière. D'une voix langoureuse, la jeune fille dit qu'elle a très peur, le lion va-t-il vraiment l'attaquer? Peu importe qu'il s'agisse d'une personne devant elle ou d'un animal, mais personne ne peut résister à son instinct et chacun devient ses marionnettes. La fille regarde Chris d'un air invitant et craint au premier instant que, pour une raison quelconque, ses charmes n'aient pas fonctionné. Chris est englouti dans des flammes ardentes et Miss Love se rend compte qu'il a un déséquilibre énergétique, son corps n'est constitué que d'énergie yang et ses charmes habituels ne l'affectent pas. Ensuite, la jeune fille décide d'éveiller la convoitise du lion et utilise le plus haut pouvoir de séduction. Quelque chose d'incroyable arrive à Chris, il est complètement englouti par les flammes et a perdu le contrôle de lui-même. Anna essaie d'arrêter le roi, mais il la jette de côté d'un seul coup. Miss Love comprend que le lion est consumé par la pure luxure et qu'il est impossible de contrôler cela. La fille essaie de toutes ses forces de tout rendre et de révoquer son sort, mais elle n'y parvient pas. Wendy dit à Anna confuse que c'est le feu du désir et que sa majesté en est consumée. Le démon dit que la femme a perturbé l'équilibre mental de Chris et qu'il est désormais guidé par ses instincts. S'il n'intervient pas, le lion la brûlera jusqu'au sol. Anna ne comprend pas quoi faire et Wendy répond qu'il n'y a qu'une seule issue, satisfaire la convoitise du lion. Miss Love est engloutie par les flammes. Elle brûle littéralement et son seul désir est de mourir le plus vite possible. Wendy dit qu'elle connaît cette partie de sa majesté, il est fait de pur yang, donc personne ne peut supporter son désir. Anna a peur, elle ne veut pas rester là et regarder Chris brûler vif. Wendy dit qu'elle est la déesse des bougies et que toute flamme, spirituelle ou physique, doit lui obéir, peut-être qu'elle survivra. Le démon active la fonction d'absorption des flammes et commence à voler autour de Chris, faisant appel à ses flammes. Après avoir serré le lion dans ses bras, Wendy absorbe enfin sa flamme, prenant une apparence très inhabituelle. Chris tombe inconscient sur le sol et Miss Love, parvenant à peine à survivre,
pense à la force d'un lion s'il était presque brûlé par son propre désir. Anna court vers la jeune fille et, lui mettant un poignard sous la gorge, lui ordonne de ne pas bouger. Chris reprend ses esprits, tient sa tête bourdonnante et demande avec perplexité pourquoi il est devenu mou. En voyant Wendy, le lion est étonné de ce qu'elle est devenue. Ayant absorbé son désir, la jeune fille calme le roi et dit que dès qu'elle aura tout digéré, elle reviendra à son état antérieur. Miss Love tombe à genoux devant Chris, s'incline devant sa force, lui demande de l'épargner et promet de faire tout ce qu'il commande. Chris demande pourquoi ils avaient besoin du sarcophage, à quoi ça sert. La jeune fille admet qu'elle ne connaît pas tous les détails, elle sait seulement qu'il s'agit d'une arme magique de réincarnation. Miss Love a entendu dire que d'anciens secrets y étaient écrits, si vous y mentez, vous pouvez tous les connaître et vous réincarner. Chris comprend que c'est très dangereux, si vous apprenez tous les secrets du sarcophage, vous pouvez devenir fou et votre corps se transformera en poussière. Soudain, Anna se tourne vers le roi et lui demande de la laisser essayer. Le système reçoit un message indiquant que la mission du fantôme est terminée et que les chances de réussite du test avec le sarcophage ont été considérablement augmentées. Anna dit que sa vie appartient au roi et si elle ne le fait pas, comment peut-elle s'appeler son fantôme? Chris réfléchit quelques instants et, après avoir pesé tous les risques, finit par accepter. Anna s'allonge dans le sarcophage et Chris active la flamme du cœur et la flamme de l'âme. Léo donne des instructions à la fille, lui dit que si elle se retrouve à l'intérieur et que quelque chose ne va pas, laissez-la faire un signe et il la sortira immédiatement de là. La jeune fille s'allonge, ferme les yeux et soudain, tout autour d'elle s'enflamme d'une flamme rose vif. Anna, sous sa forme humaine, se retrouve aux abords de son village. Sur le seuil de la maison, maman et papa saluent la fille et lui disent que c'est l'heure du dîner. Anna comprend que c'est un mensonge, qu'elle doit essayer de toutes ses forces de ne pas se laisser tromper. La jeune fille se convainc que c'est une illusion, mais ne peut résister et part à la rencontre de ses parents. Une flamme bleue brûle sur la patte de Chris, il explique à Wendy que tant que la flamme brûle uniformément, tout va bien. Soudain, Wendy annonce que le soleil va bientôt se lever et que si Anna ne se réveille pas à temps, elle sera ensorcelée. En regardant les flammes, Chris rapporte que la jeune fille se débat, même si le feu brûle toujours, il lui est très difficile de résister au sortilège du sarcophage. Le roi décide d'intervenir, touche Anna, libérant son énergie, décide de la rendre. La fille ouvre les yeux, regarde d'un air vide, puis reconnaît enfin Chris. Wendy crie avec inquiétude que les choses vont mal parce que le soleil s'est déjà levé. Soudain, le corps de la jeune fille se cambre et des rayons de lumière magique la transpercent de tous côtés. Anna ouvre les yeux, au lieu de pupilles, de petits soleils dorés y scintillent. Le fantôme ne comprend pas ce qui lui arrive et Wendy crie joyeusement que la fille a réussi. Les filles serrent joyeusement leur roi dans leurs bras, se réjouissant qu'au moins ce danger soit passé. Miss Love félicite sarcastiquement les héros pour leur retrouvaille touchante et dit qu'elle n'a plus rien à faire ici et qu'elle peut partir. Soudain, Wendy attrape vicieusement Miss Love par l'oreille et dit qu'elle ne la laissera pas partir, demandant à Chris ce qu'il va faire d'elle. Le leader pense que la jeune fille a éveillé ses instincts et l'a forcée à utiliser une technique spéciale, mais grâce à cela, ses compétences ont augmenté. Léo dit soudain qu'il a besoin d'aide pour devenir une meilleure personne jusqu'à ce qu'il atteigne la grandeur. La jeune fille est sous le choc, elle s'était préparée aux punitions les plus terribles et ne s'attendait pas à entendre de tels mots. Après un certain temps, toute l'entreprise observe à quel point le majestueux bâtiment de la société brûle. Le lendemain matin, Chris reçoit un message indiquant que la deuxième étape de la restauration énergétique a enfin commencé et qu'il doit élargir ses limites autant que possible. Soudain, une inscription apparaît selon laquelle si Chris n'étend pas son territoire dans le temps imparti, son corps ne pourra pas résister au flux d'aura et il mourra. Le roi pense qu'il n'a pas beaucoup exploré son territoire auparavant, il est temps d'utiliser une compétence spéciale et de l'essayer. Allumant la conscience du démon, le lion est étonné de pouvoir désormais voir le flux d'énergie à travers la montagne du lion. Soudain, Chris remarque que l'arbre doré est brisé, mais qu'il était censé être gardé par des lézards. Apercevant un lézard mort, le roi pousse un rugissement menaçant, personne n'ose envahir son domaine et tuer des animaux en toute impunité. Chris décide de suivre la piste énergétique de l'extraterrestre et ainsi de le découvrir. Suivant le flux d'énergie pendant un certain temps, le lion finit par apercevoir un étrange coléoptère qui l'a quitté. Chris est furieux qu'un insecte ait renversé l'arbre doré, la racine du pouvoir spirituel de Lion Mountain. L'arbre doré fleurit et porte des fruits une fois tous les 10 ans, et en mangeant ces fruits, vous pouvez acquérir un pouvoir démoniaque pour les 30 prochaines années. Le roi appelle ses sujets, les monstres de la montagne du lion, et les appelle à aller au combat. Le gardien à peine vivant du pic doré et le monstre de la montagne du lion reconnaît à peine ses camarades. L'ours himalayen dit au roi que le lézard peut encore être sauvé. Soudain, les animaux voient les monstres arthropodes que le roi a vu commencer à ramper hors d'un trou dans le sol et à lui siffler dessus. Surpris par tant d'impudence, Chris va attaquer les créatures avec un rugissement de lion. Mais alors le serpent vert demande à pouvoir s'occuper des insectes impudents,
il n'est pas juste que le roi se salit les mains à leur sujet. Le serpent se précipite à l'attaque et détruit les étranges créatures une à une. Le lézard, qui a repris ses esprits, demande pardon au roi de ne pas avoir sauvé l'arbre. Chris demande d'où viennent ces salauds. Il s'avère qu'avant, c'était un ver de terre ordinaire, mais lors de la restauration de l'énergie, il a commencé à muter, est devenu fou furieux et complètement incontrôlable. Le serpent se rend compte qu'il ne lui sera pas si facile de faire face à ces créatures, tandis qu'elle en attaque une, d'autres l'attaquent. Le serpent remarque que plus il tue de créatures, plus de nouvelles sortent du trou. Le serpent a travaillé dur pour sa majesté jour et nuit, le moment est venu de montrer tout ce dont il est capable. Déclenchant la transformation, le serpent prend la forme d'un serpent de mer, un incroyable dragon. Grâce à la fonction souffleur, le dragon se débarrasse de toutes les créatures en un instant. Les animaux se fichent de plaisir, personne n'a jamais vu cette forme de serpent. Soudain, les créatures, ayant repris leur esprit après avoir été assommées, courent dans un trou. Le serpent vert se précipite après lui à une vitesse fulgurante, dans l'espoir de rattraper les créatures et de les détruire complètement. Après avoir activé l'une des fonctions, Chris comprend qu'en dessous se trouvent les lignes électriques de la montagne du lion et que si elles sont endommagées, les conséquences seront désastreuses. Après être descendus dans le trou avec leur sujet, les animaux trouvent un serpent confus. Le reptile rapporte que les créatures se sont échappées parce qu'elles étaient guidées par leur couverture et que leur odorat a été interrompu par l'aura de pouvoir spirituel. Après avoir allumé la conscience diabolique, Chris comprend que la première restauration a eu lieu au-dessus et la seconde dans les entrailles de la terre. Soudain le lion remplace certaines écritures anciennes qui apparaissent sur les murs, l'ensemble ressemble à une fosse au lion. En avançant, les animaux voient de nombreux cadavres de créatures récentes pour lesquelles ils sont venus ici. Soudain, un incroyable parapluie chinois rouge apparaît au-dessus de la montagne de cadavres. Le parapluie se lève pour révéler une jeune fille en dessous, qui dit qu'ils étaient juste à temps. Soudain, l'ours voit que tous ses subordonnés tombent à terre, avec un rugissement il demande à la jeune fille si c'est elle qui le fait. Red Gwen dit sarcastiquement qu'elle n'aime pas jeter de la nourriture, mais malheureusement elle ne peut pas tout manger. L'ours, usant de toute sa puissance, se précipite sur la jeune fille, mais Gwen le paralyse d'un seul mouvement de son parapluie. Le perroquet et le renard blanc ne laissent pas le commandant en difficulté et se précipitent à son secours. La jeune fille, à l'aide d'un parapluie, provoque un jet de fumée empoisonnée et se débarrasse des animaux, en riant que les animaux stupides ne sont bons que pour la nourriture. Chris dit d'un ton menaçant que la vérité est que les lions ne montrent pas toute leur force, ce qui explique probablement pourquoi Gwen le traite comme un chaton malade. La fille rit et dit que le lion est un chaton stupide ordinaire. Le roi ne peut tolérer une telle impudence, le fameux rugissement du lion se fait entendre. Mais Gwen ouvre son parapluie rouge, qui se révèle être un bouclier impénétrable. Chris continue de rugir, envoyant de plus en plus d'ondes sonores vers la jeune fille. Soudain, le parapluie se plie brusquement et s'enfonce dans le sol à côté du lion, qui se tait de surprise. Gwen, cachée, comprend qu'elle ne peut pas affronter seule le lion. La question est de savoir à quoi il est prêt pour le bien de ses amis. Soudain, le parapluie rouge s'ouvre et s'élève dans les airs, englouti par des flammes rouges magiques. Gwen utilise la fonction d'absorption et tous les amis de Chris commencent à se faire aspirer sous le parapluie. Le parapluie vole droit sur le roi, mais le serpent l'intercepte et tente de le détruire. La magie du parapluie rouge blesse le serpent puis l'ours himalayen se précipite à son secours, utilisant le pouvoir de la nature sauvage. Chris se souvient que lorsque lui et ses sujets étaient très jeunes, ils juraient de se protéger mutuellement. Le roi est furieux et demande à Gwen de laisser ses amis partir le combattre. Soudain, le lion sent que l'atmosphère a changé et qu'il lui est difficile de bouger. Le roi se précipite sur le parapluie et commence à le déchirer avec ses dents puissantes, mais la méchante explique que la base du parapluie est faite d'un ancien arbre divin et ne peut pas être détruite. Léo est alarmé d'apprendre que s'il parvient à briser le parapluie, il ne reverra plus jamais ses camarades. Gwen se vante que son parapluie est capable d'absorber n'importe quel être vivant, peu importe qui il est, se transformant instantanément en pluie et en sang. Si Chris veut que la sorcière laisse partir ses amis, alors il doit être un chat obéissant et lui lécher les pieds. Le roi est tout simplement enragé par une telle impudence, il est prêt à déchirer la fille en lambeaux, mais il doit d'abord aider ses amis. La jeune fille tend effrontément sa jambe vers le lion et remarque que s'il ne se transforme pas en humain, alors sans main normale, il ne pourra pas ouvrir le parapluie. Des scènes de son enfance défilent devant les yeux de Chris, ses amis étaient toujours là et lui étaient fidèles. Gwen dépêche le lion, s'il ne se dépêche pas, ses amis se transformeront en caillots de sang, le lion a presque baissé la tête jusqu'à sa jambe. Soudain, quelqu'un aux côtés de Gwen attrape avec force son parapluie rouge. Sentant l'énergie, la jeune fille se rend compte que le roi des bêtes l'a trompée, pendant tout ce temps, son avatar était assis devant elle. Anna et Wendy s'envolent immédiatement vers Chris en criant qu'elles sont de retour. Le roi prend un parapluie et dit que si vous croyez aux paroles de la sorcière, vous devez ouvrir le parapluie et ses amis reviendront. La jeune fille, horrifiée,
lui tend la main et crie au lion de s'arrêter et de ne pas faire ça. Le roi commence à ouvrir le parapluie et le corps de la jeune fille tremble de douleur. À mi-parcours, le parapluie reste coincé et Chris commence à le tirer avec force, ne comprenant pas ce qui est coincé dedans. Les yeux de Gwen se révulsent dans une douleur insupportable et elle supplie le lion d'arrêter. Un applaudissement se fait entendre et le roi ouvre complètement son parapluie rouge avec force. La jeune fille hurle de douleur insupportable. Elle et le parapluie sont liés par une étrange connexion magique. Les amis de Chris tombent du parapluie ouvert sur le sol et il prend une profonde inspiration avec soulagement. Wendy, après avoir vérifié l'état des animaux, rapporte qu'il n'y a rien de grave chez eux, ils ont juste perdu connaissance et reprendront bientôt leurs esprits. Gwen admet qu'elle n'a jamais rencontré d'ennemi aussi puissant, elle est devenue un monstre il y a plusieurs centaines d'années et personne ne l'a jamais vaincue aussi facilement. La jeune fille s'enfuit rapidement, criant finalement qu'elle gagnera en force et que le lion s'agenouillera toujours devant elle et admettra sa défaite. Chris et Anna décident de poursuivre Gwen, craignant encore plus de problèmes si elle décide de revenir. Laissant leurs amis aux soins de Wendy, le lion et le fantôme se lancent à la poursuite. Les héros poursuivirent Gwen jusqu'au bord de la falaise, mais devant l'abîme, la sorcière fit un saut brusque et s'envola dans les airs. Chris prend un bon départ et fait un bond géant et puissant, poussant du sol avec ses 4 pattes. S'envolant dans les airs avec Anna sur le dos, Chris se souvient soudain qu'il n'a pas de fonction de vol et tombe comme une pierre. Figé dans les airs, Gwen frémit de rire, il s'avère que le petit chaton ne sait pas voler. Chris active instantanément la fonction du flux de flammes dorées et se précipite sur la méchante. Une énorme silhouette enflammée tente d'attraper Gwen, la brûlant avec sa flamme. La jeune fille comprend que le lion a énormément de tours et que cela ne sert à rien de s'attarder ici tant qu'elle est encore en vie. Quelques instants plus tard, il ne reste même pas une larme de la jeune fille, on entend seulement de loin qu'elle et le chat se reverront. Chris, bouleversé, dit à Anna que tout pourrait être caché dans le parapluie et qu'il ne se sentira pas en sécurité puisque Gwen a réussi à s'échapper. Anna se demandait si elle serait un jour capable de voler et si elle aurait des pouvoirs après avoir été dans le sarcophage. La jeune fille se souvient qu'elle entendait constamment une voix dans le sarcophage, mais elle ne se souvient plus des mots. Soudain, la jeune fille se souvient qu'elle a reçu le cadeau avec l'aide des créatures qui vivent dans le sarcophage. Et ce qu'elle a entendu n'était pas du tout des mots, mais une formule pour une nouvelle vie. Dès qu'Anna se souvint de tout, la transformation du fantôme commença. La jeune fille explique à Chris surpris qu'elle se souvient de tout et qu'elle peut désormais se transformer et demande donc au roi de l'envoyer à la poursuite de la diablesse. Lev dit que le nouveau don d'Anna a besoin d'une nourriture spirituelle constante et, à son avis, la fille devrait s'entraîner davantage. Chris dit que le diable Gwen n'est pas si simple, donne à Anna une goutte de sang entourée d'un champ de force et promet qu'elle protégera la jeune fille. Anna est déterminée et assure au roi qu'elle fera certainement face à tout. Jusque tard dans la nuit, le fantôme poursuit le diable dans le ciel au-dessus de la montagne du lion. Après avoir rattrapé Gwen, Anna utilise le poignard du lion pour attaquer le parapluie, qui sert à la place d'un bouclier. Le diable rouge se demande comment le petit fantôme a réussi à endommager son parapluie. Anna répond joyeusement que ce poignard lui a été donné par sa majesté, donc le parapluie de la méchante est absolument inutile. Gwen, sans hésitation, active la fonction d'absorption et Anna est instantanément aspirée à l'intérieur du parapluie. Ayant traversé le temps et l'espace, la jeune fille s'écrase de toutes ses forces contre le mur. Il s'avère qu'une ville antique sans fin est enfermée à l'intérieur du parapluie, où Anna s'est retrouvée. Soudain, la jeune fille remarque qu'un étrange brouillard se glisse vers elle de tous les côtés, ce qui a un effet corrosif et corrode son aura. Anna comprend que plus elle reste longtemps dans cette ville, moins elle a de chances d'en sortir vivante. Soudain, dans l'une des portes, le fantôme remarque un tas sanglant de monstres et de victimes. La fille court encore plus vite, pensant qu'elle doit sortir d'ici immédiatement. Après avoir couru assez longtemps, Anna tombe à nouveau sur une bande de monstres et ne comprend pas pourquoi elle s'est retrouvée ici à nouveau. La jeune fille a l'idée que les endroits les plus dangereux sont en réalité les plus sûrs et elle se précipite dans le brouillard. Mais après avoir volé à travers le brouillard, Anna s'écrase à nouveau contre le mur. En regardant autour de lui, le fantôme voit que la gravité a changé, que le ciel est devenu terre et que la terre est devenue ciel. En remarquant la silhouette de Gwen, la jeune fille se rend compte que le méchant a un contrôle total sur tout ce qui se passe dans la ville. Anna se souvient que la dernière fois, tout le monde n'a réussi à revenir qu'après que sa majesté a ouvert son parapluie. Cédant au désespoir, la jeune fille se rend compte qu'elle a encore une fois laissé tomber son roi, mais se souvient soudain de la goutte de sang qu'il lui a donnée. Anna avale une goutte de sang et soudain son petit poignard magique se transforme en une immense épée dotée de pouvoirs magiques. Le fantôme comprend qu'il ne peut pas abandonner pour le bien du roi, prend l'épée et la tire de toutes ses forces à travers le mur. Une profonde fissure apparaît sur le mur et des cris se font entendre, indiquant clairement la douleur. Et puis Anna se rend compte que toutes les manifestations de Gwen ne sont qu'une illusion et que son vrai corps est ce même parapluie rouge. Le fantôme rassemble toute sa puissance spirituelle et ne gagnera peut-être pas cette bataille,
mais aidera Sa Majesté à se débarrasser des ordures. Après s'être connectée, Anna active la fonction de la technique secrète mortelle. Utilisant une attaque d'en haut, la jeune fille commence à briser le mur de toutes ses forces. Gwen grimace de douleur, étrangement le fantôme ignore simplement la corrosion et continue de l'attaquer. Anna, qui ressemble plutôt au diable, se rend compte que son plan fonctionne car le brouillard a commencé à se dissiper. Gwen souffre de plus en plus, mais réalisant que le lion la poursuit toujours, elle sait qu'elle ne peut pas abandonner et s'arrêter maintenant. La méchante, ayant activé la coagulation du sang, appelle des guerriers sanglants qui se tiennent comme un mur devant Anna. Anna pense avec indignation que ces guerriers sont les âmes de ceux qui ont été engloutis par la sorcière et elle les utilise ignoblement. La jeune fille n'a pas le choix et elle commence avec enthousiasme à détruire les guerriers un par un. Sur la montagne du lion, Chris estime que le développement du fantôme est trop superficiel pour l'héritage du cadeau qu'elle a reçu. Si Anna ne parvient pas à contrôler le pouvoir, les conséquences seront très graves. Il ne fallut que quelques minutes au fantôme pour se débarrasser des guerriers et détruire tout autour de lui. La force commence à changer Anna, pétillante de yeux ensanglantés, elle comprend qu'elle n'a pas assez de sang, elle veut en tuer davantage. En observant ce qui se passe, Gwen comprend que la force des démons n'est pas suffisante pour faire face aux fantômes. La chose la plus sensée à faire serait de battre en retraite. Les gens regardent devant eux et réalisent qu'ils ont enfin atteint la montagne du lion. Un groupe de scientifiques se lève et prétend que le gouvernement leur a retiré tous leurs projets. Le chef d'équipe Bing affirme que la deuxième vague de reprise a commencé et qu'il est maintenant temps de saisir les ressources. L'employé de Bing craint d'avoir connaissance de leur expédition, mais leur projet a été transféré à une autre entreprise. Soudain, les scientifiques remarquent une étrange silhouette lumineuse devant eux. Dans la clairière se tient le fantôme d'Anna, que Gwen a libéré de son étrange ville et transporté au pied de la montagne du lion. Bing décide qu'il a un concurrent d'une autre entreprise et doit le détruire le plus rapidement possible. Le scientifique saute et attaque Anna, immobile, à l'aide d'un punch à glace. Dès qu'un homme tend la main à travers le champ de force, la jeune fille lui coupe la main d'un seul coup ultra rapide. Ne s'attendant pas à une telle agression de la part de la petite fille fantôme, Bing hurle de douleur et d'horreur. Ses acolytes, voulant venger leur patron et montrer qui est le patron, prennent leurs armes et attaquent la jeune fille. Un instant plus tard, Anna se tient au-dessus des cadavres et admire l'odeur merveilleuse du sang. Chris apparaît et tente d'arrêter Anna et crie qu'elle ne pourra pas retrouver son apparence précédente si elle boit du sang humain. Mais la jeune fille n'est pas comme elle est complètement obsédée par le pouvoir et n'entend pas le lion. Chris ne voit pas d'autre issue et émet un rugissement de lion, propageant une puissante onde sonore. Soudain, Anna semble se diviser en deux, une entité essayant de ne pas lâcher l'autre. À la fin, la jeune fille tombe épuisée sur le côté devant le lion qui s'approche. Chris, en regardant la fille, pense qu'il ne voulait pas de tels tests pour elle, mais elle saura sans aucun doute se protéger lorsqu'elle deviendra plus forte. En inspectant les cadavres des scientifiques, le roi constate avec inquiétude que de plus en plus de personnes apparaissent sur la montagne du lion. Anna, qui a repris ses esprits, demande pardon au roi de l'avoir encore une fois laissé tomber, mais cette sorcière était trop forte. Le lion assure au fantôme que tout va bien, même si la méchante s'est échappée. Soudain, Chris reçoit un message indiquant qu'il a quelque chose de coincé entre les dents. Le lion s'éclaircit la gueule avec ses griffes et voit qu'un morceau de parapluie rouge, un fragment de brocart magique, est coincé dans sa gueule. Chris se demande si cette pièce peut être utilisée pour retrouver Gwen, même si elle se cache bien et ne sera pas facile à trouver. Après avoir invoqué une torche ardente, le lion voit que le tissu se restaure sans cesse, ce qui signifie que même loin du parapluie, la sorcière garde le contact avec lui. Le lendemain matin, les animaux regardent les deux filles avec intérêt et remercient Sa Majesté pour la nourriture qu'il a envoyée. Miss Love et Erika crient avec colère aux vils animaux de les laisser partir, ce ne sont pas de la nourriture. Chris dit à Erika que tout le groupe de scientifiques dont elle faisait partie est mort, tué par un démon avec un parapluie. En voyant les larmes d'Erika, le lion dit doucement qu'il ne pouvait rien faire. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, le tueur avait déjà disparu. Le roi, montrant Anna, dit que parmi tout le groupe, une seule fille est en vie et demande si Erika la reconnaît. Soudain, Erika se jette au cou d'Anna et crie qu'elle est très heureuse d'être en vie. Anna, perplexe, comprend que la jeune fille, grâce au perroquet, est sous hypnose selon le plan de Chris. Le panneau admet qu'elle n'est pas sûre du plan du lion, mais si Sa Majesté veut qu'elle infiltre la société sous couverture, alors il est temps pour lui et Erika de descendre de la montagne. Miss Love est bouleversée que les deux filles soient simplement libérées alors qu'elle est toujours tenue en otage. Chris explique qu'elle devrait rester et l'aider dans ses pratiques et lui ordonne d'emmener la fille à la grotte. Le roi dit aux filles d'emporter avec elles les fruits de l'arbre d'or. Le lion explique que tous les animaux auront leur part car ils doivent tout mettre en œuvre pour étendre le territoire de la montagne du lion. Toute la montagne du lion a été mobilisée pour l'opération d'expansion, leur équipe était invincible, ils ont rapidement détruit tous les monstres de la zone. Les animaux ont non seulement élargi leur territoire, mais ont également recruté de nombreux nouveaux subordonnés, grâce auxquels Chris est devenu plus fort.
En quelques jours, la montagne du Lion s'est agrandie de plusieurs dizaines de kilomètres. Grâce à l'accomplissement de la mission, le roi reçoit de nombreuses récompenses. Chris espère que le méridien s'ouvrira bientôt complètement. Pendant ce temps, Anna a infiltré la société en tant qu'espionne pour le groupe de construction et d'ingénierie. À 60 km de la montagne du Lion, sur la crête de Bayou, se trouve un tigre blanc des montagnes avec ses serviteurs. Turtle remarque que la montagne du Lion est devenue très active ces derniers temps et que ses frontières ont presque atteint leur crête. Wet Tiger dit calmement qu'ils devraient profiter de la deuxième étape de restauration énergétique. Mais ils ne peuvent pas venir les mains vides, ils doivent préparer un cadeau pour la rencontre. Chris regarde les statistiques avec plaisir, il peut maintenant maîtriser pleinement les compétences de collecte du QI et de repousser la montagne. Et il possède également un fragment de Yang. Soudain, une notification arrive indiquant que l'un des territoires a été perdu. Chris de la montagne crie à l'ours la perte de territoire et ordonne une enquête immédiate. Lev ne comprend pas ce qui se passe, il n'y a eu aucun problème sur ce territoire, peut-être que le système a échoué. Le roi admet qu'il a peut-être raté quelque chose et décide d'inspecter lui-même le territoire. Les messages sur la perte de territoire se succèdent, Chris comprend qu'il s'agit très probablement d'une sorte de manœuvre de diversion. Allumant la conscience du démon, le roi pénètre sous terre et voit des milliers de rats terrestres. Le roi utilise la résistance de la montagne et les secousses de la terre, une énorme fissure apparaît au sol. En regardant dans la fissure qui s'élargit, les animaux voient non pas des milliers, mais des millions de rats. Le serpent vert dit qu'il n'y avait pas autant de rats ici auparavant. Il constitue la friandise préférée de son clan et cible donc leur aura. Soudain, les rats se rassemblent en un flux organisé et se précipitent pour attaquer la compagnie des animaux. Les bêtes activent toutes leurs fonctions, leur pouvoir sauvage, leur flèche à plumes de l'univers, et le serpent essaie simplement de manger autant de rats que possible. Soudain, les rats sont entraînés dans un étrange tourbillon, formant une grande tour. Quelques instants plus tard, le roi des rats apparaît devant les animaux en pleine forme. Une énorme bête détruit tout sur son passage et le lion ordonne aux animaux de fuir. En se retournant, Chris laisse échapper un rugissement de lion, libérant un puissant faisceau de lumière. Le faisceau transperce instantanément le corps du roi des rats en plein milieu. Le tigre blanc des montagnes qui observe les événements avec un sourire remarque que le lion a un fort pouvoir destructeur, mais cela ne suffit pas. Le roi des rats vaincus se désintègre en millions de rats ordinaires. Les rats courent sous terre à grande vitesse à travers la fissure créée par le roi lion. Chris note que les rats eux-mêmes sont faibles, mais qu'ils prospèrent en nombre et ce serait formidable s'ils étaient touchés par un tremblement de terre. Le tigre remarque ironiquement que les rats des montagnes vivent sous toute la terre du rocher et pourquoi le lion ne soulève-t-il pas simplement la montagne du lion. Chris déclenche la fonction de levure terrestre, dans l'espoir de tuer les rats de cette manière. Mais à un moment donné, le lion se rend compte que les rats ont pénétré trop profondément et que sa tentative ne mènera pas au succès. Soudain, les animaux se rassemblent tous et, sans hésitation, se précipitent pour attaquer pour leur roi et leur maison. Le serpent remarque que son clan connaît les rats des montagnes mieux que quiconque, ce sont des animaux sociaux, ils ne s'unissent délibérément que dans un but précis. En s'enfonçant plus profondément, le reptile dit que lorsqu'il chasse les rats, ils s'enfuient et ne peuvent s'unir qu'en une seule formation. Les rats ne peuvent s'unir que pour devenir le roi des rats. L'ours remarque que Chris a déjà tué le roi, mais le serpent dit que ce roi des rats n'était qu'une collection de souris, et elle parle de leur patron. Ce n'est qu'en exterminant le roi des rats qu'ils pourront gagner. Soudain, le serpent remarque un énorme rat et, utilisant une morsure venimeuse, se précipite sur le rat. Constatant que le comportement des autres rats n'a pas changé, le serpent se rend compte qu'il ne s'agissait pas du roi des rats, mais simplement d'un individu de grande taille. Le tatou note que si le chef des rats veut se cacher, il ne se montrera pas si facilement. Soudain, les rats pénètrent encore plus profondément dans le sol et commencent à ronger frénétiquement l'essentiel. Chris est furieux, les rats ont atteint les méridiens et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne les endommagent de manière irréversible. Bear dit à Miss Love que Lion Rock a été envahi par des rats et que le dirigeant veut qu'elle trouve le roi des rats. Le lion explique à la jeune fille perplexe qu'elle doit l'aider à retrouver le roi des rats, puis activer la convoitise bestiale de Chris. Miss Love se souvient bien de la façon dont la convoitise du lion s'est déroulée la dernière fois et ne veut pas le répéter. Chris crie qu'il n'a pas le temps de s'expliquer, il sera capable de contrôler complètement ses instincts. La jeune fille obéit au roi, mais se sent très étrange de voir Chris sous forme de lion. Le feu engloutit la bête, il ressent une énergie incroyable, mais cette fois il a vraiment tout sous contrôle. Chris active la fonction feu divin, il utilise ses méridiens sous terre pour regarder le plus profondément possible. Le roi voit maintenant tous les rats et pense qu'il a désormais assez de force pour tous les brûler. En observant les actions de son adversaire, le tigre des montagnes remarque avec un sourire qu'il s'est détendu tôt. Laissant échapper un rugissement, le tigre crie d'un ton menaçant que la véritable horreur provoquée par les rats des montagnes ne fait que commencer. Chris, observant les rats, se rend compte avec colère qu'ils continuent de mordre les veines de la terre. Le roi ne sait pas quoi faire,
Ni lui ni ses sujets ne peuvent pénétrer aussi profondément que les rats. Le lion a peur de ne pas pouvoir protéger toute la montagne du lion. Chris réfléchit et se rend compte qu'il ne lui reste qu'une seule option. Le lion utilise la pleine distribution de la fonction d'autorité démoniaque. Chris regarde autour de lui avec pitié et se rend compte qu'à cause de la fonction connectée, il a blessé ses amis. Soudain, un serpent vert surgit de sous terre, heureusement il a réussi à éviter les blessures. Chris explique que chercher le roi des rats, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le roi a pu supprimer ses pouvoirs pendant un certain temps, mais cette fois-ci, il est limité. Se précipitant, le lion pense qu'au départ sa tâche était d'étendre le territoire et non de résister au roi des rats. Chris est convaincu qu'après avoir terminé la tâche du système, il sera capable de maîtriser le retour de 10 000 QI et le déplacement d'une montagne. Grâce à ces fonctions, il pourra expulser l'ennemi. Courant jusqu'à la frontière de ses territoires, le roi dit au serpent que la clé de tout est le tigre blanc des montagnes. Le tigre, se rendant compte qu'il a été découvert, crie qu'il livre un contre-combat à son adversaire. Deux redoutables rivaux s'affrontent, une bataille est inévitable. Le tigre sent que le seigneur de la montagne du lion possède des pouvoirs surnaturels et est un excellent adversaire. Chris en l'aura changé, les catastrophes reprennent, le tigre des montagnes est bien préparé, une bataille difficile l'attend. Les rivaux se précipitent pour attaquer et émettent presque simultanément des rugissements qui émettent une puissante onde sonore. Deux vagues magiques se heurtent, non moins puissantes. Soudain, sur le site de la collision des énergies, une puissante explosion se fait entendre, aveuglant tout le monde. Les prédateurs, en se regardant, comprennent que chacun d'eux a un prestige démoniaque. Les rivaux et leurs assistants se précipitent l'un vers l'autre dans le seul but de tuer l'ennemi. Le tigre saute le premier et, en colère, lance un puissant coup sur son adversaire. Le lion esquive de manière inattendue et répond en frappant son adversaire avec un Beastmaster Strike. Le tigre revient et se demande comment cela est possible. Il ne s'attendait pas à ce que le lion ait assez de force pour l'y résister. La force du lion réside dans le fait qu'il était auparavant humain, et c'est la deuxième fois que son énergie est restaurée. Le tigre n'abandonne pas, s'étant élancé, il attaque à nouveau l'ennemi et cette fois le coup atteint la cible. Chris est furieux, il s'avère que son adversaire a les mêmes capacités que lui. Après avoir effectué un saut ultra rapide, il active son pouvoir et frappe le tigre d'un revers. Les ennemis commencent à s'attaquer à une telle vitesse que seuls des éclairs magiques étincelants sont visibles. Chris, sans s'arrêter une seconde, pense au fait que c'est la première fois qu'il rencontre un adversaire aussi fort. Le tigre blanc comprend qu'il est inutile de frapper l'adversaire et déclenche une frappe de 5 éclairs. Serpent vert observant la bataille. Elle comprend qu'elle ne peut pas se lancer dans ce combat, mais qu'elle doit d'une manière ou d'une autre aider son maître. Le serpent prend la forme d'un dragon, enragé, pensant que quelqu'un a osé lutter contre son roi. Libérant le rugissement le plus puissant du dragon, le reptile cache son maître aux yeux de son adversaire. Sa tortue de compagnie vient en aide à son tigre et active la fonction de capture. Une cigogne attaque le dragon d'en haut et dit que si elle veut vraiment se battre, laissez-le d'abord les attaquer avec la tortue. Le lion est distrait par le serpent, mais le tigre ne le lâche pas, souriant et déclarant que Chris n'a pas le temps de s'inquiéter pour les autres. En courant, le tigre libère ses griffes acérées et attaque le roi de la montagne du lion directement sur le côté. Chris est furieux, depuis le début de la bataille il n'a activé que la moitié de son pouvoir, mais il est maintenant temps de donner une leçon à l'ennemi, ne lui laissant aucune chance. Mais soudain, le lion reçoit un message du système indiquant que sa force, sa vitesse et son endurance sont bloquées. Le tigre dit moqueusement que le lion a peur et tant que cette peur est présente dans son âme, il ne peut pas vaincre le tigre, c'est sa capacité. Chris ressent soudain la puissance d'une pression démoniaque, il ne comprend pas ce qui se passe, tout se brise en deux sous ses yeux. L'intimidation est une moquerie du fort contre le faible, mais les faibles ne sont pas nés pour obéir au fort. Tant que la victime ressent de la peur, même si elle est plus forte et plus grande, rien ne changera, c'est la loi de la nature. Utilisant de plus en plus puissamment le pouvoir de pression, le tigre en colère ordonne de ressentir le pouvoir du dirigeant. Chris se rend compte qu'il ne peut pas utiliser ces techniques, tout cela à cause de l'âme du tigre, le lion étant complètement sous son influence. Léo décide que la chose la plus sûre pour le moment est de garder ses distances. Mais le tigre ne lâche pas son ennemi, après avoir fait un bond puissant, l'adversaire vole sur une longue distance et se retrouve devant le lion étonné. Chris résiste de toutes ses forces, repousse les attaques incessantes et se frappe. Recevant des messages du système, le roi est étonné de constater que les attributs, bien que bloqués, continuent d'augmenter. À ce moment, le dragon continue de se battre avec les assistants du tigre, mais ressent soudain un froid et une étrange lourdeur dans son corps, ce qui l'empêche de bouger. Mais elle ne va pas abandonner. Le dragon s'envole dans les airs et la tortue se rend compte que cela dépasse déjà ses capacités. Mais dans les airs, une cigogne rapide commence à attaquer le dragon lui ordonne de s'écarter. Mais la cigogne, avec son bec pointu, transperce le corps du dragon de toutes ses forces et le traverse. Raillant,
la cigogne révèle que la tortue est la protection du tigre blanc et que le dragon est déjà tombé sous son influence de la technique de l'eau sombre, qui dissipe l'énergie. Le dragon se rend compte qu'il ne lui reste qu'un seul atout et invoque une tempête de dragons. La tortue voit que les nuages d'orage se rassemblent dans le ciel et décide que le dragon veut se cacher de cette façon. Distraite par l'orage, la tortue ne remarque pas le dragon, sinon elle s'enroule autour du corps de son rival, le privant de sa capacité de mouvement. Le dragon enfonce ses dents dans la carapace, mais la tortue en comprend la futilité, car sa carapace absorbe toutes les attaques. Mais le dragon n'a même pas pensé à essayer de mordre la carapace. D'un mouvement brusque, il renverse la tortue, la privant de la possibilité de se relever. La tortue est incapable de se retourner et se rend alors compte que le brouillard qui l'enveloppe est venimeux. En entendant que la tortue est attaquée, mais ne voyant pas ce qui se passe à cause du brouillard, la cigogne s'envole à toute vitesse, avec l'intention d'attaquer le dragon. La cigogne n'entend pas les cris désespérés de la tortue indiquant que le dragon n'est pas dans le brouillard et perce le cou de son compagnon d'armes de toutes ses forces. Le brouillard se dissipe et la cigogne réalise avec horreur qu'avec son attaque, elle a décapité la tortue. Le dragon qui s'approche lance instantanément une attaque et, pensant que même une lance se brisera sans protection, s'occupe de l'oiseau. Chris a besoin de réfléchir et il active un vide doré autour de lui, qui reflète toutes les attaques du tigre. Le tigre en colère mord et gratte la boule d'or, il est perplexe, car tant que les animaux sont sous sa pression, ils ne peuvent pas résister. Soudain, Chris se tourne vers son adversaire et lui demande calmement s'il a vraiment le même système. Le tigre ne comprend pas de quoi nous parlons, il ne peut pas croire qu'il ne peut pas briser le lion. Déterminé à utiliser tout son potentiel, la bête des montagnes invoque un puissant orage. Toute la fourrure de Chris s'électrifie et se dresse, le lion ne comprend pas ce que prépare l'ennemi. D'un cri de dé, le tigre active le tonnerre des cieux occidentaux et envoie un coup terrifiant directement sur l'adversaire. En entendant le rugissement du lion, le tigre crie de rage que son rival doit disparaître. Sur le site du coup infernal, là où se tenait le lion, un cratère géant s'est formé dans le sol. Remarquant la boule dorée flottante, le tigre pense avec confusion qu'à cause de la force de l'impact et de la puissance de la température, le bouclier aurait dû se fissurer. Le ballon prend soudainement de la vitesse et s'envole dans les airs avec un sifflement. Un lion apparaît à côté du ballon, qui a réussi à se transformer pendant ce temps. Le tigre se demande comment le lion a pu rester indemne et de quel genre de boule d'or il s'agit. Chris reçoit un message concernant la réception d'une pilule démoniaque et a désormais accès à un orage de niveau 1. Des nuages d'orage menaçants se rassemblent au-dessus de la tête du lion. Le tigre blanc est le premier à décider de profiter de l'orage. Voyant les éclairs voler, le roi décide de profiter du mouvement de la montagne et de créer une barrière pour permettre à l'électricité de passer dans le sol. Recevant une offre du système pour utiliser la pilule, Chris comprend que le système lui-même l'a créée et qu'il a une chance de survivre à cette tempête. Ayant reçu un puissant coup de foudre, le lion dit au tigre que ce faisant, son adversaire n'a fait que remplir sa pilule démoniaque. Mais l'ennemi n'abandonne pas, le tigre bat des ailes et vole vers le roi avec l'envie de le tuer. Le tigre frappe de toutes ses forces directement dans la gueule du lion sûr de lui, qui ne s'attendait pas à un coup aussi simple. Chris heurte le sol de toutes ses forces et secoue longuement la tête, essayant de reprendre ses esprits. Léo constate que malgré le fait qu'il ait pu utiliser la pilule, tous les indicateurs sont restés bloqués. Le roi se souvient des paroles de la tortue selon lesquelles tant qu'il y aura ne serait-ce qu'un grain de peur devant le tigre, l'ennemi ne pourra pas le vaincre. Les mêmes capacités sont inhérentes à Miss Love, peu importe que la personne en face d'elle soit une personne ou un animal, si l'individu est un homme, il deviendra son esclave. Réalisant que l'effet de la pilule a pris fin, le tigre lâche un rugissement de lumière tonitruant sur son adversaire. Mais le lion utilise une protection comme une cage de Faraday et supporte facilement l'attaque. Chris remarque que le pouvoir du tonnerre ne l'affecte plus et malgré ses capacités de suppression, le tigre ne peut plus le contrôler. Le lion libère une vigne dorée déployée, qui enlace instantanément son adversaire. Le prédateur des montagnes ne s'attendait pas tellement à une telle attaque qu'au premier instant il ne pouvait même pas résister. La vigne, s'enflammant de flammes infernales, enchaîne de plus en plus étroitement le tigre, le privant de la moindre possibilité de bouger. Soudain, au loin, le tigre remarque le roi des rats et appelle son sujet. Au même instant, des hordes de rats apparaissent, parsemant le sol d'un tapis vivant et continu. Le lion est furieux, faisant appel à la magie du feu, il décide qu'il est temps de mettre fin à cette bataille. Le tigre sourit de contentement, la montagne du lion est directement liée à son roi, et si elle est endommagée, alors le lion souffre également. Le prédateur ordonne au roi des rats de commencer à ronger la montagne du lion. Soudain, le roi des rats s'approche de Chris et lui demande avec surprise si c'est lui. Le lion se souvient qu'il y a de nombreuses années, un serpent vert avait commencé à chasser un petit rat. Après avoir conduit le rongeur dans la grotte de Chris, le serpent a commencé à y parcourir à la recherche de proie. Le lion fut le premier à attraper le petit rat, le serpent dit que si c'était le cas, alors la proie appartenait sans aucun doute au souverain.
Mais le roi dit que sous l'influence de l'énergie, le rat a muté comme les autres animaux et qu'il ne veut pas manger une créature dotée d'une sagesse spirituelle. Le petit rat remercie frénétiquement son maître et lui promet que le jour viendra où il pourra rembourser intégralement. Et maintenant, devant Chris se tient le même petit rat qui est devenu le roi des rats. Le lion remarque pensivement que le roi des rats est désormais sous l'influence du tigre blanc. Mais le petit rongeur déclare courageusement que le moment est venu où il pourra restituer sa dette envers sa majesté. Le rongeur presse ses doigts sur sa tête et appelle mentalement ses congénères à devenir plus actifs et à retourner sur leur territoire. Le tigre des montagnes est furieux, comme si un pathétique rongeur avait décidé de le trahir et de passer du côté de l'ennemi. La force géante du tigre commence à faire pression sur le rat, le nez du rongeur saigne à cause de la tension. Mais il n'abandonne pas. Le tigre dit avec assurance que le rongeur est déjà sous son influence et ne pourra pas lui résister. Donc la seule chose que le rat peut faire est d'obéir aux ordres du tigre. Chris déclare que le véritable dirigeant est celui qui se soucie de son peuple, est le porteur de sa volonté et que le tigre ne le deviendra jamais. Le lion dit d'un ton menaçant qu'au lieu de s'appuyer sur les menaces et la violence, le tigre devrait essayer quelque chose de mieux. Le roi de la montagne du lion utilise le pouvoir démoniaque avec fonction de purification, ne laissant aucune chance à l'adversaire. Mais la bête de montagne n'abandonne pas, elle utilise le même pouvoir, mais avec la fonction de suppression. Faisant appel à toute leur puissance et leur force, les rivaux s'affrontent de toute leur force. Le petit roi des rats fait de son mieux pour résister à la pression, car s'il perd connaissance, les rats continueront d'attaquer la montagne du lion. Soudain, le tigre blanc, ayant perdu son influence sur un autre de ses sujets, tombe épuisé. Chris reçoit des messages sur la défaite du tigre et la conquête de nouveaux territoires. Le roi des rats, s'étant débarrassé de l'oppression, active l'appel du rat, la fonction de rappel. Sur la montagne du lion, un ours et un perroquet regardent avec étonnement les rats quitter les entrailles de la terre et se disperser dans différentes directions. Le lion et le rat, complètement épuisés, s'éloignent lentement, quand soudain la voix d'un tigre se fait entendre derrière eux. Le tigre s'approche lentement des héros, la tête baissée. Chris se retourne avec horreur, l'adversaire est-il vraiment vivant? Le lion n'a plus la force d'attaquer. Le prédateur dit qu'il doit baisser la tête devant son maître. Désormais le lion sera le roi et le tigre sa reine. Le lion et le rat sont complètement étonnés de savoir si le tigre blanc des montagnes s'est réellement avéré être une tigresse. Tigresse demande à Chris si la place de la reine à côté de lui est toujours occupée. Le roi est complètement démoralisé, mais il ne va certainement pas fonder une famille dans le corps d'un lion. À l'entrée des ruines du parapluie rouge, se rassemblent les personnes arrivées en voiture et arrivées en hélicoptère. Anna et Erika font partie d'une équipe de recherche envoyée dans les ruines. Un grand groupe de recherche se dirige vers l'intérieur de la grotte. Les filles, s'attendant à tout moment au danger, gardent leurs armes prêtes. Tony tend son arme à Anna et dit que les temps ont changé et que vous devez choisir judicieusement votre arme. Le groupe s'approche d'une étrange pierre bloquant le passage. L'un des gars dit que d'après le radar, il devrait y avoir un grand espace derrière la pierre. Soudain, une étrange pierre se met à tourner à une vitesse vertigineuse. Tony, confiant dans sa force, pose ses mains sur la pierre et essaie de la déplacer de sa place. Pour augmenter plusieurs fois sa force, le bonhomme se transforme en un sanglier féroce. La bête commence à serrer la pierre de toutes ses forces et à un moment donné, elle se fissure. Il y a un fracas, la pierre éclate en deux et une énorme larve d'un scarabée en tombe. Au même moment, de grosses chauves-souris sortent du passage ouvert et attaquent Tony. Erika, utilisant des balles d'aura, commence à tirer sur les chauves-souris. Le sanglier expire de soulagement et pense naïvement que la jeune fille l'a sauvé uniquement par sympathie personnelle. Le groupe avance plus loin et une grande grotte avec un immense château de geishas s'ouvre sous leurs yeux. Les geishas commencent à regarder depuis les pièces du palais et crient joyeusement qu'elles ont des invités. En regardant l'une des filles, Anna pense voir un visage familier. Les yeux de Tony s'illuminent d'une étrange flamme et il se précipite vers les filles. Le chef du groupe l'arrête et lui dit de faire attention. Mais le sanglier est clairement sous l'influence d'une sorte de sortilège. Il se précipite vers l'une des geishas, sans rien remarquer aux alentours. À un moment donné, d'autres geishas entourent les hommes et commencent à les attirer dans le château. Soudain, un étrange brouillard apparaît autour de Tony, s'insinuant dans son nez et sa bouche. Instantanément dégrisé, Tony regarde dans les yeux diaboliques de la geisha et se rend compte qu'elle lui aspire l'énergie yin. Le sanglier perd progressivement son apparence animale et crie au commandant pour lui demander de l'aide. Les geishas, ayant cessé de se faire passer pour des filles amoureuses, attaquent les hommes avec un brouillard empoisonné. Le commandant du groupe, qui n'a pas succombé au sort, se précipite à la défense des hommes, mais l'une des filles tente de l'arrêter. Le commandant rayonne d'un pouvoir magique, repousse la jeune fille et crie que leurs esprits ne peuvent pas le vaincre. La geisha sait que même les hommes les plus persistants ne peuvent résister à leur charme et continue de séduire. Le commandant commence à trembler, le sang coule à flot et il se rend compte qu'il tient le coup de toutes ses forces. Anna pense que tout cela se passe non loin de la montagne du lion, elle doit donc en informer de toute urgence le souverain.
La jeune fille commence à prendre la forme d'un fantôme dans l'espoir de s'envoler, mais l'une des geishas lui attrape la main. Anna se retourne avec surprise et se rend compte que la geisha absorbe son esprit. La jeune fille regarde Anna attentivement et dit que depuis qu'elle est arrivée, il n'y a plus de retour en arrière. Pendant ce temps, sur la montagne du lion, la tigresse a sérieusement décidé de s'accoupler avec le lion et rêve que leur progéniture sera la plus forte de tous. Chris ne sait pas comment éviter cette situation délicate et prétexte qu'il doit d'abord faire face à la tourmente actuelle. Soudain, l'une des bougies allumées change d'apparence et signale de manière alarmante que les choses vont mal. La flamme se transforme en Wendy, qui rapporte que le cœur d'Anna, qu'elle tient dans ses mains, disparaît progressivement. Chris allume le feu sacré pour voir par lui-même ce qui arrive à son fantôme. Dans l'incendie, le roi voit deux filles faisant partie d'un groupe pénétrer dans les ruines antiques, puis tout disparaît. Le roi décide de tout comprendre personnellement, dépensant un fragment de yin, Chris se réincarne à nouveau, ayant changé son apparence de manière assez significative. Tigresse comprend que tandis que les tigres blancs se transforment en bêtes divines, Chris se transforme progressivement en humain. Tigresse veut seulement que le roi soit obsédé et il lui semble qu'il n'y a qu'une seule façon d'obtenir ce qu'elle veut. La geisha tient fermement Anna par la main et s'envole rapidement vers le château. En chemin, Erika parvient à attraper la main du fantôme et maintenant la geisha les porte déjà tous les deux. En atterrissant devant le château, les filles entendent une voix venant d'un des balcons les saluer. Anna regarde la fille à l'étage et réalise enfin qu'il s'agit de Red Gwen. La méchante reconnaît également Anna et crie avec colère ce que la fille fait ici. Sans hésiter, Anna prend une forme diabolique et, après avoir agrandi le poignard à la taille d'une épée, se lance immédiatement à l'attaque. La haine des filles les unes envers les autres est si forte que des éclairs commencent à éclater entre elles. Anna menace de se venger du méchant pour tout, mais Gwen est étonnée de son impudence, un fantôme a envahi sa maison et la menace. Erika se rend compte que ses yeux n'ont tout simplement pas le temps de suivre les mouvements ultra rapides des deux filles, elle ne voit donc que des éclairs de lumière. Les autres geishas, horrifiés, exigent d'arrêter le combat, si le bruit dérange leur maîtresse, personne ne s'en souciera. Soudain, Anna et Gwen se figent alors qu'un cri se fait entendre sous l'arche de la grotte, exigeant que la bataille soit arrêtée. Les portes s'ouvrent et Beth, la responsable du pavillon des geishas dans les ruines antiques, apparaît sur le seuil. Anna ressent une énergie démoniaque si puissante de la part de sa maîtresse qu'elle a même du mal à respirer. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas chez Madame Beth, elle est cultivée depuis 1000 ans. Réalisant que dans une bagarre avec Beth Anna se retrouvera sans âme, elle s'assied brusquement à genoux, demande pardon pour les outrages et demande de la laisser partir. Elle est Erika. Madame Beth rit, les filles sont si jeunes qu'elles n'ont même pas vraiment appris à parler. La maîtresse dit qu'elle laissera partir les filles, mais seulement si elle l'aide aussi à partir d'ici. Beth dit que son âme est liée à cet endroit et que les capacités d'Anna peuvent l'aider à trouver la liberté. La maîtresse invite les filles à entrer, Anna et Gwen ont visiblement du mal à supporter la présence de l'autre. Beth dit qu'elle était une jeune héritière issue d'une famille riche, mais que sa famille a pris part au soulèvement et a tout perdu. La jeune fille a été vendue à ce bordel. Dès le premier soir de son séjour au bordel, la jeune fille trouve un client. Au fond, Beth était trop innocente pour un tel endroit et était prête à se suicider. Et elle ne s'attendait pas à ce que ce soit dans cet endroit et ce soir-là qu'elle puisse avoir le coup de foudre. Le gars était aussi issu d'une bonne famille, il était pressé d'aller en ville pour des examens, mais ses amis ont trompé dans un bordel. Ce soir-là, les jeunes ont chanté, parlé du passé et du présent et joué des instruments de musique. Le gars était intelligent, instruit et possédait toutes les qualités d'un vrai gentleman. Avant que Beth n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, elle était tombée désespérément et complètement amoureuse du jeune homme. Le gars voulait emmener la fille avec lui, mais le temps pressait, il a dû se précipiter vers les examens. En souvenir, le jeune homme a laissé un parapluie céleste doré, considéré comme une relique dans sa famille, et il n'est jamais revenu. La jeune fille a continué à servir les clients jusqu'au jour où tout s'est terminé par une tragédie. Et puis Beth décide de mourir, car c'est tout simplement impossible de continuer ainsi. Le sang de la jeune fille a complètement imprégné la zone, la rendant rouge vif, et Beth, submergée d'indignation, s'est transformée en mauvais esprit. Anna demande avec intérêt ce qui s'est passé ensuite, comment Beth est devenue ce qu'elle est maintenant. Beth continue qu'ensuite son jeune homme est revenu, il est devenu le chef des civils et des militaires, a reçu le poste de général et est venu chercher Beth. Lorsque le gars a appris la mort de sa bien-aimée, dans un accès de rage, il a tué tout le monde dans le pavillon des geishas. Et puis l'homme a entièrement incendié l'un des bâtiments de l'ancien pavillon. L'homme appela le moine pour tenter d'invoquer l'âme de la jeune fille. Le moine a utilisé un livre spécial pour protéger le corps de Beth et pour le protéger de la pourriture. Il y a également enfermé son âme. Depuis lors, l'homme a fait de son mieux pour ramener la jeune fille à la vie, mais il est mort lui-même, incapable de trouver une issue. Beth explique que son énergie a ensuite été restaurée, laissant son corps transformé en fantôme, puis en esprit lié au pavillon. Les âmes des autres filles sont également piégées dans cet endroit, la maîtresse ne peut pas sortir d'ici,
alors de temps en temps elle les envoie aspirer les âmes pour entretenir la sienne. Anna dit que les ânes s'attachent à un lieu à cause d'affaires inachevées et que pour aider Beth à quitter le pavillon, elle doit terminer ses affaires. Soudain Anna demande si Beth veut revoir cet homme, le démon répond par un refus catégorique. La dame dit calmement que des milliers d'années se sont écoulées et qu'elle ne s'intéresse plus aux hommes depuis longtemps. Beth dit qu'elle peut quitter le château si elle se débarrasse du livre, elle sera alors libre. La dame note que si Anna l'aide à se libérer, elle enverra le livre à son maître, ce qui lui sera une grande aide. Beth révèle que Gwen est également devenue un démon à cause de son ressentiment, d'un certain point de vue, envers la fille, une autre partie de la maîtresse elle-même. Anna est perplexe que Beth soit au courant du crime de Gwen sur la montagne du lion, mais elle demande quand même de l'aide aux fantômes. La dame dit que selon Gwen, le lion et sa compagnie ont chassé la jeune fille de sa grotte, mais que toute la montagne du lion n'appartient pas au roi, les geishas sont ici depuis plusieurs milliers d'années. En s'approchant de son cercueil, la dame dit qu'il vaut mieux se faire de nombreux ennemis que de transformer une vaine bataille en enfer. Anna et Erika regardent dans le cercueil et sont étonnées de remarquer à quel point une belle fille repose et semble juste dormir. Anna, sans aucune hésitation, tend la main vers le livre, mais au même moment il disparaît tout simplement. Beth dit avec irritation que le livre ne peut pas être pris comme ça, il fallait utiliser les pouvoirs. Ce livre a non seulement enfermé l'âme de la dame, mais protège également le corps, qui se trouve dans l'écart entre le yin et le yang. Anna admet qu'elle utilisait auparavant les pouvoirs qu'elle avait reçus uniquement sur elle-même et ne sait pas si elle peut les utiliser sur autre chose. Gwen explose soudainement en disant que le fantôme n'a pas dit cela auparavant. Car maintenant le livre va déclencher un mécanisme de défense. Beth dit que personne ne sait de quel type de protection il s'agit, car pendant des milliers d'années, personne ne s'est approché de son corps et ceux qui sont venus immédiatement ont eu leur âme aspirée. Soudain, les geishas qui accompagnaient les héros se transforment en des sortes d'entités démoniaques. En poussant des cris sauvages, les démons se précipitent pour attaquer les filles, protégeant le livre et le corps de la maîtresse. Anna se précipite instantanément à l'attaque, dispersant les démons dans différentes directions. Erika commence à tirer sur les démons, espérant que des balles spéciales pourront les arrêter. L'une des balles arrache la moitié de la tête du démon, mais l'ancienne geisha remarque en souriant que cela ne lui fera pas de mal. Le démon poursuit Erika, est sur le point d'attaquer et la jeune fille se rend compte qu'elle n'a aucune chance de salut. Mais soudain, Gwen vient en aide à Erika et jette le démon loin sur le côté avec son parapluie rouge. Gwen demande à Beth si elle peut arrêter les démons, puisqu'ils sont ses sujets. Beth note avec regret que les geishas sont contrôlés par autre chose et qu'elle ne peut pas en prendre le contrôle. Pour détruire les démons, elle doit accéder au livre. Gwen crie à Anna que tous les problèmes sont à cause d'elle. Si la fille n'avait pas abîmé le parapluie de la geisha, elle aurait fait sortir tout le monde d'ici depuis longtemps. Beth demande à Anna d'essayer à nouveau, mais cette fois, elle doit utiliser ses pouvoirs, il n'y a pas d'autre issue. Anna s'approche avec confiance du cercueil et demande à Gwen de la couvrir pour que les démons ne la gênent pas. La jeune fille s'approche résolument du livre, se demandant ce qu'elle peut faire pour le détruire. Anna utilise le flou de la réalité et libère son esprit. Au bout d'un moment, les yeux de la jeune fille s'illuminent d'une lumière magique et ardente et Anna se rend compte qu'elle a trouvé une issue.